Je vous propose maintenant d'utiliser la fonction qui va nous permettre d'instancier des objets depuis le code directement. C'est-à-dire que l'on va pouvoir créer un objet à partir du code. Donc avant cela, il faut qu'on introduise la notion de préfab dans Unity. Donc je vais créer un objet, donc un game-object, par exemple une sphère. Voilà, donc si je zoome dessus, je vais la scaler par exemple à 0,2 pour qu'elle soit un peu plus petite et qu'elle ait la forme donc d'une sorte de projectile, voilà. Je vais lui mettre un matériel rouge, ça sera plus sympa dans ce cas-là. Voilà, je vais mettre bien sûr une lumière sur ma scène. Ça sera aussi plus agréable de travailler avec une lumière sur la scène. Voilà. Donc des fois c'est la touche W, des fois c'est la touche Z. Alors des fois Unity n'arrive pas à reconnaître l'outil Gizmo pour le raccourci clavier. Ça m'arrive des fois d'utiliser la touche Z qui en fait réfère au QWERTY à la touche W, mais bien sûr je suis toujours en clavier français, bon, c'est pas bien grave. Hein. Donc voilà, ça c'est la balle. Le problème c'est que si je la supprime ici de l'éditeur, vous remarquez que bon bah comment j'y accède, elle est où cette balle, elle n'existe plus. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la stocker dans notre projet comme ceci, et quand je la glisse, vous remarquez qu'ici l'icône qui se trouve à côté, c'est l'icône du préfabriqué. Donc on se retrouve ici avec un objet préfabriqué. Si je le supprime du projet et que je fais clic droit Create, et ici que je descends et que je fais clic sur Prefab, et que j'appelle par exemple Bullet, ce qui veut dire projectile en anglais, que j'appelle mon prefab comme ceci, Bullet, vous remarquez que son icône est grise, c'est-à-dire que ce préfabriqué ne contient absolument rien. Si on vient lui glisser la sphère à l'intérieur, et vous remarquez que l'icône devient bleue, donc le préfabriqué accepte donc de prendre en paramètre le GameObject sphère. Alors quand on crée le préfab sur la scène, le préfab est un GameObject. Attention, hein, c'est juste une autre manière de le stocker. C'est-à-dire que là, il est stocké dans le panneau project, donc on peut l'utiliser dans n'importe quel niveau du jeu, et même s'il n'est pas sur la scène, c'est-à-dire qu'on peut l'instancier, c'est exactement ce qu'on va voir. Mais cette instance de bullet est donc, un préfabriqué, c'est-à-dire que c'est stocké en mémoire. On n'a pas, quand on supprime l'objet, il est toujours présent, enfin du moins il est toujours utilisable. Donc je vous propose de justement supprimer les objets ici. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser un objet empty, create empty, que l'on va placer ici, qui va nous servir à spawner des objets. C'est-à-dire que il va ajouter des objets comme ceci. Donc ce que l'on va faire, c'est créer un nouveau script, create JavaScript, on va l'appeler spawn tout simplement. On peut même l'appeler spawner comme ceci. Je vais l'ouvrir avec monodevelop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction instantiate qui se trouve dans la documentation depuis la classe object. Donc la classe object, c'est la classe qui se trouve au-dessus de toute entité dans Unity. C'est-à-dire, d'ailleurs c'est marqué là, base class for all objects Unity can reference, c'est-à-dire en quelque sorte c'est chaque objet que l'on trouve dans Unity. Alors ça peut être un script, ça peut être un GameObject par exemple, ça peut être donc une caméra qui est un GameObject, eh bien hérite de la classe objet. D'ailleurs on peut le remarquer, par exemple si je prends la classe GameObject, que je remonte, vous voyez qu'ici ça marque inherit from object. Si je prends par exemple la classe monoBehavior, donc je vais juste taper mono, ça devrait me l'apparaître, c'est-à-dire la classe qui est la base de la classe de base pour tous les scripts, vous remarquez qu'elle hérite de behavior, mais behavior hérite de component et component hérite de objet. Donc en quelque sorte, c'est une classe que l'on voit souvent dans la hiérarchie des classes. Donc d'ailleurs, vous pouvez remarquer normalement ici, si vous cliquez sur Runtime Classes, que object contient, donc est hérité par toutes ces classes jusque-là. Donc c'est-à-dire pas mal de classes que l'on utilise souvent en plus. Donc cette fonction instantiate, si on va la chercher donc, dans Object, vous remarquez qu'elle est statique, c'est-à-dire qu'on peut l'appeler même si une classe n'hérite pas d'objet. Donc une classe qui n'hérite pas d'objet, par exemple, ça serait... donc je vais créer un nouveau script pour vous présenter l'exemple. Classe qui
qui hérite pas de object. C'est un long nom. Donc là, par exemple, la classe par défaut, le script représente une classe qui hérite de MonoBehavior par défaut. Alors là, on ne le voit pas en JavaScript, mais si par exemple on faisait un script C#, c'est ce qui est beaucoup plus compréhensible. Donc j'ouvre ce script C#, pour remarquer que le script C# englobe le script avec une nouvelle classe de type MonoBehavior. Donc là, vous remarquez que les deux fonctions start et update, c'est ce que l'on a ici. Et imaginez qu'autour, on est englobé dans une classe de type MonoBehavior. Donc là, pour l'instant, on sait que MonoBehavior hérite de behavior qui hérite de component qui hérite d'object. Donc cette classe hérite d'objet. Mais si je veux qu'elle n'hérite pas d'object, eh bien, je peux tout simplement définir une nouvelle classe. Par exemple, classe super test. Voilà. Je fais une sauvegarde. Si je retourne là, cette classe n'hérite pas d'objet. D'ailleurs, elle n'hérite pas de GameObject non plus, elle n'hérite de rien. C'est-à-dire que si je la mets sur un objet, vous remarquez même que ici, can't add script behavior, puisqu'elle n'hérite pas de behavior. Elle n'hérite pas de mono behavior, qui n'hérite pas de behavior, donc elle ne peut pas être attachée en tant que composant. Donc, c'est pour ça que object instantiate est statique, parce que dans ce cas-là, eh bien, même dans ce script qui n'hérite pas d'objet, on pourrait utiliser la classe instantiate, la fonction instantiate. Donc c'était un petit parallèle, voilà. Donc je vais supprimer ce script. Donc on va retourner dans notre spawner, que l'on va attacher à notre GameObject, qui je le rappelle est empty. Donc ce que l'on va faire, c'est dans un premier temps, on va faire un chronomètre. C'est-à-dire que toutes les tant de secondes, on va ajouter un objet. Parce que là, si j'utilise directement la fonction instantiate, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me rajouter des objets à l'infini, ils vont tous s'entrechoquer, ça va être super compliqué à gérer. Donc, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est qu'on va stocker différentes variables. Alors, première chose que l'on peut faire, c'est débugger à l'écran la fonction time.time fixTime. Donc je sauvegarde, c'est un peu la même chose que time. Ça nous affiche, vous remarquez, ici, tout le temps en secondes et en millisecondes. Donc c'est le temps qui s'écoule depuis le début du jeu. D'accord? Donc si je lance le jeu, vous remarquez, on part de 0, et etc. etc. Donc, ce que l'on va faire, c'est que au moment où la variable va être, le GameObject va être instancié depuis le empty, c'est-à-dire va être créé dans la scène, eh bien, on va stocker ce moment en mémoire. Et ensuite, on fera une condition qui nous dira, avec un temps de délai qu'on aura défini, par exemple, on veut qu'entre chaque instantiation, il y ait 1 seconde d'écart, eh bien, on définira ce temps de délai dans une variable et on le comparera à l'addition du temps où l'objet est instancié plus justement ce délai, et on verra si c'est si c'est inférieur, si le time fixed time est inférieur à ça, à ceci, est supérieur à ceci, pardon, ça veut dire qu'on pourra refaire une instantiation. Donc on va le mettre ici, on va créer une variable qui s'appellera delay, qu'on va mettre de type float, qui sera égale à 1 seconde. Donc private, bon, je la mets de type float juste pour qu'on puisse avoir, par exemple, si on veut mettre moins 0,5, bon, on va laisser 0,5. Aussi, je vais mettre une fonction private var time current, on va l'appeler, de type float aussi. Pour l'instant, on va dire que c'est égal à 0 parce qu'on ne sait pas de quoi time current est fait. Et donc voilà, je vais vous présenter ici dans la fonction update la manière donc de réaliser notre instantiation. Donc, déjà, on va faire un if, et un if qui va tester quoi? Qui va tester si time current plus delay est inférieur à time.fixedTime, eh bien, on va instancier l'objet. Seulement à la fin, il va falloir aussi qu'on dise que time current est égal à time.fixedTime, comme ceci. Donc on expliquera après ce procédé. D'abord, on va instancier donc l'object et object instantiate.
vous remarquez que ça attend un préfabriqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc une variable ici, que je vais appeler objet, enfin que je vais appeler bullet d'ailleurs, qui sera de type GameObject. Voilà, donc c'est un GameObject que l'on va instancier. Si je vais donc dans mon script via l'interface, je peux tout simplement passer mon GameObject ici, dans le script, à la main. Donc maintenant, dans Spawner, je sais que Bullet sera mon préfab. Et ce que je peux faire, c'est ici, instantiate, normalement, instantiate, et ça va prendre différents paramètres. Donc je vérifie bien que j'ai le bon nom. Voilà, je vais faire un copier-coller pour être sûr de ne pas avoir fait de faute. Voilà, c'était bon. Le préfab que je veux mettre, c'est Bullet. Je veux le mettre à quelle position? Eh bien, à transform.position, c'est-à-dire la position de l'empty. Et je veux aussi que lorsqu'il sera créé, il ait la rotation de mon empty. Donc là, j'ai une erreur, c'est transform.position. Je fais souvent cette erreur-là, en tapant vite. Et là, no identifier transform, c'est ici, voilà. Je sauvegarde, j'ai pas d'erreur, et je teste. Donc là, j'ai un objet qui est créé à chaque fois, mais bon, là, les objets, si on les prend, regarde, ils se mettent les uns par-dessus les autres. Donc ce qu'on va faire, c'est dans le préfabriqué Bullet, on va venir rajouter dans composant, un nouveau composant de physique de type rigid body. Le composant rigid body, c'est un composant qui permet de... alors comment expliquer? C'est un composant qui permet de simuler la gravité. Donc tout ce qui est physique, ça peut être simulé par là, avec, vous remarquez, donc, la masse de l'objet, la gravité, etc. On peut aussi contraindre, par exemple, des rotations et la position pour dire, par exemple, l'objet n'a pas le droit de tourner sur tel axe ou n'a pas le droit de bouger sur tel axe. Donc si je teste, voilà, ça me crée un objet toutes les 0,5 secondes. Seulement, ces objets, ils existent toujours, hein, vous remarquez, ils sont toujours présents. Et d'ailleurs, au passage, on les voit se rajouter ici dans la hiérarchie. Donc, c'est-à-dire que ces objets sont sur la scène et qui demandent du calcul à chaque fois. Et on va remarquer que c'est des clones d'ailleurs. Donc, au bout d'un moment, si par exemple on a 4000 objets à calculer à chaque fois sur la scène, avec de la physique et tout, ça va prendre du temps. Donc, juste avant de voir comment on va changer ce paramètre, on va d'abord essayer de comprendre ce qui se passe ici. Donc, time current plus delay. Time current, c'est le temps qui correspond à time.fixedTime au moment où on a instancié l'objet. Donc, vous remarquez, on institue l'objet, tout de suite après, on lui dit time current est égal à time.fixedTime. Je rappelle que time.fixedTime est une variable qui tourne dans le jeu, dans la fonction update, et qui nous dit 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes s'est écoulé depuis le début du jeu. Donc par exemple, admettons que notre jeu instancie par exemple à la seconde 2 qui s'est écoulée depuis le début du jeu, donc à la deuxième seconde de l'écoulement du jeu, on instancie un objet, time current prendra la valeur 2. Et ensuite, si on remonte dans le if, on veut que 2 plus le delay, c'est-à-dire donc 2,5, eh bien, soit inférieur à time.fixedTime. Comme fixedTime, il monte toujours, il y a bien un moment où il dépassera le délai, mais pendant le délai, justement, time.deltaTime time.fixedTime, excusez-moi, devra rattraper ce délai. Donc, c'est ce qui permettra d'attendre un laps de temps. Donc, par exemple, si je mets 2 secondes ici, et que là, au moment de l'instanciation, time current est égal à 1,3 par exemple, qu'on va le mettre, on va remettre pour s'en souvenir. Là, on instancie, le temps est à 1,3. Ici, on teste. Alors ici, on est donc cette valeur time current plus delay, admettons qu'elle est à 1, enfin c'est pas admettons, elle est à 3,3 dans ce cas-là, puisqu'on a rajouté le delay.
donc au moment de cette instantiation. Donc time fixed time, lui, il est toujours à 1,3. Donc il va passer à 1,4, 1,5, 1,6, etc. Il arrive à 2, 3. Et au moment d'arriver à 3,3, vous remarquez que time.fixedTime est supérieur à 3,3 dans ce cas précis. Donc on peut reprendre le if et réinstancier un nouvel objet. Donc ça, c'était à titre d'exemple. Je sauvegarde, je teste. Là, ça prend 2 secondes à chaque fois avant d'instancier l'objet, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, ce que l'on va faire pour éviter d'avoir trop d'objets sur la scène clonée, on va dire que après 2 secondes, on détruit l'objet. Donc on l'instancie et après on le détruit. Alors la fonction destroy prend en paramètre un objet et un deuxième paramètre qui s'appelle t as float qui correspond au temps. Alors le deuxième paramètre est optionnel, c'est-à-dire que si on veut juste instancier et tout de suite détruire l'objet, on peut le faire, mais ça n'a aucun sens dans notre cas. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va détruire directement l'instance que l'on a créée. Alors pour détruire l'instance, il va falloir que cette instanciation, on la stocke dans une variable. Donc on va l'appeler temp bullet. Donc maintenant temp bullet qui représente donc l'instance, eh bien on va la détruire après par exemple 2 secondes de jeu. Donc si je save, que je play, 2 secondes on crée la première balle, elle est détruite, vous remarquez, et à chaque fois, toutes les 2 secondes, il y en a juste une qui est créée parce qu'il y a un moment, alors je ne sais pas si on va le voir, où la balle est détruite. Alors, ce qu'on va faire pour essayer de bien le voir, c'est dans un premier temps de zoomer ici sur l'objet. On va aller dans le prefab, dans le bullet. Et par exemple, on va aller modifier directement dans le script. On va modifier, on va dire que après 0,5 secondes, la balle va s'effacer. Donc là, vous allez tout de suite le remarquer. Une balle est créée, directement elle est effacée. Enfin, 0,5 secondes après, elle est effacée. Etc., etc. Et donc ça permet de garder donc de la mémoire. Donc si par exemple votre balle, vous êtes sûr qu'à un moment ou un autre, eh ben, on la verra plus jamais et qu'elle est dans le vide intersidéral en quelque sorte, eh ben n'oubliez pas surtout de la détruire. Même si c'est 10 secondes après, c'est toujours ça de gagner en termes de mémoire. Donc là par exemple, j'ai mis dans le script que la balle au bout de 2 secondes elle a été détruite. Donc là on la voit plus par exemple dans l'écran, mais on sait qu'elle est détruite à un moment ou à un autre. Et comme c'est le même temps que le delay, il faut remarquer qu'à chaque fois on a l'impression d'avoir qu'un seul objet, c'est-à-dire qu'une fois que l'objet est détruit, la balle est détruite tout en bas, il y en a une qui revient en haut, donc c'est comme si l'objet était unique. Par contre, si je mets 2,5 dans le script, pendant 0,5 secondes, on verra 2 objets dans la hiérarchie. Premier, deuxième, paf, celui d'avant a été détruit, etc., etc. Donc voilà la manière d'instancier des objets dans Unity. Alors, petite précision, on peut aussi, depuis cette rotation qui a été faite, donc si on retourne dans Instantiate, on voit que la rotation est de type quaternion, on peut bien évidemment utiliser des quaternions pour donner la direction de l'objet que l'on va instancier. Et ça peut vous aider à faire, par exemple, des objets qui permettent de tirer. Par exemple, vous avez un personnage, vous voulez qu'il tire dans une direction. Eh bien, la direction, vous la récupérez, comme on a fait tout à l'heure, avec le vecteur directeur dans la section quaternion. Et ensuite, vous donnez à l'instanciation directement eh bien, cette direction au passage ici. Après, bien sûr, vous avez toujours la possibilité de rattacher des scripts à l'intérieur des préfabs. Là, vous pouvez par exemple rajouter un script qui fait tourner l'objet. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est vous présenter que la possibilité. Donc on va juste changer, pardon, c'est pas ici, c'est Mesh Filter, voilà. On va juste changer l'objet en un cube. Donc maintenant, ça va spawner un cube. Normalement, voilà, je vous montre, je peux par exemple prendre mon script protection, donc des quaternions, je vais supprimer ce qu'il y a dedans, là aussi, voilà, et là je vais par exemple faire une rotation, donc position.rotate
accepte un vecteur 3, normalement. Donc si on va sur transform ici et qu'on prend la fonction rotate, vous remarquez qu'en paramètre, c'est un vecteur 3, mais en quelque sorte qui renvoie un angle de l'air. Donc c'est comme s'il y avait derrière un quaternion qui était transformé et qui nous permet donc facilement de faire la rotation. Donc là, je vais dire que on va avancer sur tous les axes. On va avoir une vitesse de 3 par exemple. Si je teste, alors position, effectivement position, ça ne risquait pas de marcher, c'est transform, l'instance de la classe transform. Et là, bon, bien sûr, il faut aussi que j'applique mon script rotation à mon préfab. Donc là, vous voyez que le script est apparu là. Et bien évidemment, je peux faire, donc par exemple, comme vous le voyez, tourner mon objet. Et je peux aussi, par exemple, eh bien, accéder directement à chacune des instances via temp bullet, qui, je le rappelle, temp bullet correspond à l'instance l'instance courante. Donc ce que je peux faire, c'est par exemple, donc après l'avoir créé, juste la ligne d'après, dire point, alors temp bullet et l'objet sorti. Donc si on le sort en console déjà, on va voir de quoi il s'agit. Je sauvegarde. Première instance, vous remarquez que c'est un GameObject. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans la documentation, on va chercher render. Donc, alors, on va descendre. Alors, on va plutôt chercher GameObject, puisque c'est un GameObject qui nous intéresse. Donc, à chaque fois, je vais dans la documentation pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on peut remarquer qu'on a render. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette instance, on va utiliser temp bullet.render, si je ne me trompe pas, renderer, pardon, renderer, oui c'est ça, .material.color est égal à une nouvelle couleur. Donc ça c'est la classe couleur, hein. Et la classe couleur comporte 3 paramètres, par exemple rouge, vert, bleu. Donc si je sauvegarde, normalement ça ne devrait pas nous poser de problème, pas d'erreur. Et ce que je vais faire, c'est que à la place de rouge, vert, bleu ici, eh bien chaque fois qu'on fera une instance, on va déclarer donc déjà tout en haut un nombre aléatoire. Donc par exemple, on va l'appeler RND, qui sera de type float. Voilà. Ça sera un nombre compris entre 0 et 1. Donc dans la documentation, on tape random, on voit la classe random, et donc on a différentes possibilités par rapport à cette classe random, comme par exemple cette variable qui retourne un nombre aléatoire entre 0.0 et 1.0. C'est exactement ce qui nous intéresse, puisque les paramètres de couleur pour RGB sont compris entre 0 et 1. C'est-à-dire que si on met 0 ici, eh bien on n'aura pas d'information de rouge. Si on met 0,5, on aura la moitié d'information de rouge. Si on met 1, on aura du rouge. Donc là, ce que je vous propose de faire à la place, c'est de mettre RND pour chacun des paramètres. Et que à chaque fois qu'on crée une instance, RND, donc si on regarde ici, sera égal à random.value, qui, je le rappelle, calcule un nombre entre 0.0 et 1. Donc normalement, si on teste, on devrait voir apparaître des cubes d'une couleur aléatoire. Donc alors là, ça change uniquement la couleur vers du blanc. Ah oui, excusez-moi, alors j'ai oublié de préciser, c'est le même nombre. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc en fait, il faudrait créer 3 nombres, donc RND1, RND1 et RND2. On va l'appeler plutôt RND rouge, RND vert, RND bleu. Ça va être plus simple comme ceci. Bien sûr, ici, on va les créer comme ceci. Rouge, vert et bleu. Parce que si on met la même valeur à chaque fois, eh bien c'est en fait les nuances de gris. Donc là, je sauvegarde.
je teste, donc il n'a pas aimé. Ah, effectivement, rouge, vert, bleu, donc je remets les variables, hein, tout simplement. Et là, si je teste, eh bien, c'est censé m'afficher des cubes à chaque fois d'une couleur différente. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement accédé à l'instance, donc temporaire, parce que c'est l'instance qui est créée donc à ce moment-là. Donc on accède à cette instance, donc TemBullet, et donc comme c'est un GameObject, on peut accéder à la méthode renderer, etc., à la méthode matérielle, à l'option, à la propriété de couleur. Ici, c'est comme si on créait donc une nouvelle instance de color, hein, je précise. Donc là, ça fonctionne aussi. Si on met new, je rappelle, permet donc d'appeler une nouvelle instance de la classe et d'appeler le constructeur. Donc d'ailleurs, on peut s'informer par rapport à ça. Si on regarde color, on voit que c'est une structure comme vector3. Et le constructeur, c'est quoi? C'est tout simplement qui retourne une couleur, comme on l'a vu ici, avec 3 paramètres, rouge, vert, bleu, et aussi la possibilité de mettre un alpha. Donc l'alpha, on peut peut-être le mettre aussi. On va appeler A, tout simplement. On va créer une nouvelle variable aléatoire. Donc alors là, par exemple, vous voyez, ça aurait été la bonne utilisation d'un tableau. Je pense que même pour que vous compreniez bien un peu l'utilisation de tout et qu'on mélange un peu tout, on va utiliser un tableau, ça sera plus simple. On va l'appeler color. Donc là, color avec un C minuscule, ça passe. De type array est égal à new array. Donc on appelle donc un nouvel array. Première valeur, ça sera un nombre aléatoire. Alors, non, la première valeur, on va mettre 0, 0, 0 et 0 dans un premier temps. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est color à la position 0, c'est-à-dire le rouge, color à la position 1, color à la position 2 et color à la position 3, à l'index 3, excusez-moi, dans le tableau. On va les associer avec des nombres aléatoires et là, on pourra directement accéder à color 0 qui représente dans notre cas les différentes couleurs et l'index numéro 3 représente dans notre cas la valeur de l'alpha. Donc si je sauvegarde, je teste. Vous voyez, ça fonctionne. Alors ici l'alpha, on le voit pas parce que le matériel est opaque, hein. Il faudrait qu'on ait un autre type de shader appliqué dessus. Mais déjà, on a les informations de couleur. Donc ça serait plus facile à faire avec une texture, par exemple, ou des choses comme ceci. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris cette notion d'instanciation qui est réellement très importante dans la création de jeux vidéo. Par exemple, je vous donne alors des exemples, ça va vous aider à comprendre directement. Vous êtes par exemple un mage dans un RPG, vous avez une baguette magique, vous envoyez un sort, et ben l'espèce d'explosion ou d'arc électrique qui va se passer, c'est une instantiation d'un objet de particules. Donc, par exemple, hein. Donc on va voir ça dans des prochaines vidéos, les particules. Par exemple, si vous êtes dans un FPS, vous êtes je sais pas, un SWAT par exemple, vous vous déplacez, vous avez une arme, vous tirez, bam, c'est une balle qui part. Bon, alors là c'est imagé, hein, parce que normalement en général dans un FPS on utilise la notion de recast. Recast et collision qu'on verra normalement dans les prochaines vidéos aussi. Donc là imaginez donc une balle part, vous envoyez la balle en tant qu'instance et ensuite vous pourrez donc tester des tas de choses par rapport à cette instance. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt dans la prochaine. Ciao ciao.